Bienvenue dans cette nouvelle édition d'un apéro avec Motomag. Et aujourd'hui on va parler d'une moto intéressante, la Suzuki Katana. Intéressante parce qu'en fait c'est un peu un bide, c'est triste à dire, et c'est triste pour Suzuki qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai que quand ils l'ont sorti à l'époque, ça n'a pas trop marché, et puis ils en ont refait une là en 2019 qui n'a pas trop marché non plus. Moi j'aurais bien aimé être à la réunion de travail de Suzuki où les mecs se disent tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire, et si on faisait une moto en hommage à une moto qui n'a pas marché. C'est un peu étonnant, et c'est un peu comme si Renault ressortait la Renault 14 ou je sais pas moi, ou Citroën ressortait l'Axel. Voilà, et c'est dommage parce qu'en fait moi cette moto je la kiffe. C'est un bon gros roadster qui a du bon gros poil aux pattes. Il y a une présence mécanique qui est quand même vraiment cool avec ce moteur qui est hyper rempli, qui a une chouette sonorité et qui tracte vraiment dès les plus bas régimes. Et puis c'est allonge quoi, regardez-moi ça. Voilà, ça c'est du bon gros 4 pattes, un peu à l'ancienne, un peu viril, un peu bourru. Je pense même qu'ils ont fait exprès d'avoir une réponse à la poignée, à rien de brutal. Et même s'il est plus facile à emmener que la 1100 en des années 80, c'est quand même une moto à forte personnalité. Moi dans une vie antérieure qu'on peut retrouver un peu sur le net, j'avais fait un comparo avec ça et puis une CB 1000R. Il n'y a pas à dire, la Katana elle a quand même une sacrée personnalité. Et la Katana en fait c'est une moto qui est hyper importante dans l'histoire de Suzuki parce que c'est une moto de transition. C'est-à-dire que Suzuki en fait, on l'a vu dans la vidéo consacrée au moteur rotatif, où on était à côté d'une RE5, Suzuki a géré un peu tardivement sa transition entre le 2 temps et le 4 temps. Et ils s'y mettent sur le tas, c'est-à-dire que les premiers 4 temps c'est en 76 avec la GS 400 et la GS 750. Ce sont d'excellentes motos, notamment la 750. Mais voilà, l'image n'y est pas. C'est-à-dire qu'en 2 temps, Suzuki faisait des motos moins performantes que les Kawasaki. La GT 750 liquide était une bonne routière alors que les autres étaient sportives. Et il faut se dire aussi que dans les années 70, la performance et le sport, mais c'était hyper important chez les motards. Et donc, voilà, l'image n'y est pas. Après, la font passer en 1000. Elle s'illustre notamment aux États-Unis dans les courses de production avec Wes Cooley et sa GS 1000. Mais pour les Japonais, ça suffit pas. Ils ne sont pas au niveau qu'ils veulent en termes de notoriété. Et donc, il faut frapper un grand coup. Et le grand coup, c'est la Katana. Alors est-ce qu'on peut faire confiance à un type qui a une coupe de cheveux mulet? La question mérite d'être posée parce que Suzuki voulant donc changer d'image, devenir plus couillu, plus péchu, plus désirable. Suzuki s'adresse et mandate un bureau de design allemand qui s'appelle Target Design. Dans ce bureau de design, il y a un type qui s'appelle Hans Muth qui a une coupe de cheveux mulet, et Hans Muth c'est pas n'importe qui. D'abord il a fait la BM R90S. On ne va pas s'intéresser à son cas, elle mérite une émission, elle mérite un apéro à part entière, mais on la met de côté. Par contre, il a fait, dans le cadre d'un concours organisé par le journal allemand Das Motorrad, il a fait en 73 une MV Agusta, mais super chelou. Et puis en 1980, il fait un prototype, il fait la BMW Futuro, qui était un flat twin intéressant avec un turbo, enfin c'était un truc assez rigolo. Prenez les deux, la MV Agusta et la Futuro, mélangez-les, secouez bien, et en fait, toc, vous avez quasiment la Katana. Donc Target Design va pour Suzuki faire deux motos, ED1 et ED2. ED c'est European Design, on voit bien la cible. Elles sont présentées au salon de Cologne 79. ED1 c'est un roadster naked 650 qui donnera plus tard les 650 Katana. Et ED2 c'est la grosse, c'est la 1100 Katana. Et la grande surprise c'est qu'on a des prototypes très futuristes au salon de Cologne. 2 ans après, elles sont commercialisées. Donc on a cette 1100 Katana qui est une moto mais super impressionnante. Elle a ce look très tranché qui est vraiment proche du prototype ED2, et puis à l'époque c'est carrément la moto la plus performante du marché. Elle fait 111 chevaux, elle est lourde, 237 kg, elle va vite, elle demande un peu des muscles parce qu'elle a une position de conduite hyper radicale, très perchée sur l'avant, elle est pas très maniable avec sa roue 19 pouces devant, elle est un peu bizarre, elle va vite et elle a des petits freins avec un étrier simple piston, et elle se vend moyennement. Alors déjà le look, encore une fois assez clivant, elle est bizarre jusque dans les compteurs, le dessin des compteurs était très original avec 2 aiguilles comme ça qui se répondaient en face à face. Et
Et puis elle est chère et en fait elle marche pas tant que ça et elle n'existe en France que 3 ans au catalogue. Fin 83, Suzuki la retire du catalogue. Alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la Katana a eu en fait une carrière super longue. Résumons, 81 c'est le lancement de la 1100 en Europe et puis des petites sœurs, la 550 et 650 qui sont donc des roadsters un peu basiques et plutôt sympas à rouler. En 82, Suzuki sort une 750 Katana pour le Japon qui est globalement une copie de la grosse 1100, mais ils sortent aussi une 1000 pour les marchés du Canada et de l'Amérique du Nord, parce que là-bas, c'est des questions d'homologation pour la compétition. La moto fait 108 chevaux. Et puis, bizarrement, il y a une petite 125, alors qui ne s'appelle pas Katana, hein, c'est la GS 125E en 82, qui a le même réservoir que la Katana. Donc, on voit qu'il y a toute une gamme qui se développe et qui se met en place. En 83, c'est la fin de la commercialisation de la 1100 Katana en Europe. Au Japon, la 750 récupère une roue de 16 pouces à l'avant, donc se distingue un petit peu de la grosse. Et puis en 84, il y a vraiment une rareté absolument bizarre et incroyable qui sort de la part de Suzuki. C'est la 750 Katana S3 avec un phare escamotable qui est l'élément de design le plus youngtimer de toute l'histoire du design, dire la Matra Bagheera, la Volvo 480, la Lamborghini Countach, la Ferrari 308 en ont eu. En 2 roues, il y a globalement que les petits Honda scooters, hein, les Spaci et Spadio qui en ont eu. Et cette moto, en fait, elle n'est pas du tout comme sa grande sœur. Elle est autant la grosse 1100 est rude, un peu brutale, un peu violente, autant la 750, moi j'ai eu la chance de l'essayer. C'est une crème, c'est-à-dire qu'elle est douce, elle a un moteur qui est hyper agréable, qui est coupleux, qui est rond, qu'on voit un petit peu dans les tours. Elle est très maniable, elle est facile à emmener. Elle a aussi des petits éléments de design qui sont rigolos. Le phare, par exemple, on se demande si on doit le laisser fermé parce que c'est écrit Katana en rouge à l'envers, hein, pour qu'on voit dans le rétroviseur de la voiture de devant, justement qu'on devine la moto qui arrive, ou alors on hésite à l'ouvrir parce que c'est un élément de design vachement cool. Et cette 750, elle n'a pas été commercialisée en Europe, à part chez les Anglais, qui en ont commandé en fait par erreur et qui se retrouvaient avec une centaine d'exemplaires sur la production totale. Alors dans la deuxième partie des années 80, on se dit que c'est la fin de la carrière de la Katana. D'abord parce que fin 84, Suzuki sort la GSX-R, la bombe 750 GSX-R, et d'un point de vue technique, avec le moteur à refroidissement air-wheel, et d'un point de vue conceptuel, philosophique, Suzuki entre vraiment dans une nouvelle étape de son histoire, et on pourrait se dire la Katana, c'est du passé, c'est fini, ça part à la poubelle. La preuve étant qu'en 86, la 750 disparaît du catalogue au Japon, on pourrait dire rideau. Eh ben non, pas du tout, parce qu'en fait, à la demande des Japonais, puisque la moto a un statut de mythe là-bas, en 1990, Suzuki relance la chaîne et sort 200 exemplaires d'une série spéciale de 1100 Katana. On pourrait se dire, petit coup de panache comme ça, pour la mémoire et comme cadeau d'adieu, pas du tout. En 91, ils refont la même chose, ils ressortent une 1100 Katana, et puis ils vont encore plus loin, ils sortent une 250 et une 400 Katana avec des petits 4 cylindres. La 250, elle est mignonne comme tous, une Katana en réduction. Les 4 cylindres japonais à l'époque, c'était des merveilles d'ingénierie, c'est des moteurs qui prenaient 17 000 tours, la moto fait 40 chevaux, donc c'est quand même assez rigolo à rouler. En 94, on arrête les 250 et 400. Et puis la moto, la grosse, la 1100, continue d'être produite. En 94, justement, Suzuki la modernise. Elle lui donne des meilleurs freins. Le compteur est modernisé. Alors, il n'y a plus la vitesse à 240, mais 180 sur cette machine-là. Le moteur est rabaissé à 95 chevaux pour des questions de pollution. Mais la moto existe toujours. Rendez-vous compte, en 94, on est à la GSX-R 1100 liquide. Et ben Suzuki a encore cette Katana dans son catalogue. C'est un peu, je sais pas, moi, c'est comme si Volkswagen faisait encore des coccinelles, quoi, un truc comme ça, c'est assez rigolo. Et puis il continue de la faire jusqu'en 2000, où il y a une version Final Edition avec le moteur noir, et les chaînes s'arrêtent en 2001. Alors j'espère que je vous ai appris 2-3 petites choses sur la Katana, qui est une moto qui mérite beaucoup mieux, hein, je l'espère en tout cas, que la réputation un petit peu de bite qui lui colle un petit peu au carénage. Il fait beau, moi je vais donc profiter du week-end pour aller rouler avec cette moto, parce que sincèrement je la kiffe. Merci d'avoir suivi cet apéro. Dites-nous quelle Katana vous préférez, est-ce que ça vous donne pas des envies d'aller regarder un peu sur le bon coin. J'ai regardé, il y en a quelques-unes à vendre, des anciennes. Et puis pour que les apéros continuent, vous connaissez la formule, hein. Merci de nous soutenir, c'est sympa, le dernier Motomag est en kiosque. Merci à vous. D'ici une prochaine émission, un prochain apéro, un prochain débrief de GP, je vous fais un bisou sur le casque et à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag.